Pour commencer, je voulais partager un thème avec vous dont on parle finalement assez peu dans la presse, pour l'instant, la presse financière. C'est l'explosion de la dette à l'échelle mondiale. Souvenez-vous, en 2011, pendant la crise de la dette, tout le monde paniquait parce que la dette des États était colossale. Et aujourd'hui, on a l'impression que plus personne s'en préoccupe réellement. Pourtant, si vous regardez sur le tableau de droite, vous voyez que depuis 2011, la dette gouvernementale des États-Unis, dans ce cas-ci, a vraiment explosé. Aujourd'hui, par citoyen, il y a une dette gouvernementale de plus de 86 000 $. Donc bien par citoyen, ça veut dire que vous soyez une personne active, un retraité, un étudiant ou même un bébé, il y a une dette qui est de plus de 86 000 $ sur la tête de chaque Américain. Et c'est uniquement de la dette gouvernementale, je ne parle même pas de la dette des sociétés. Et pourtant, comme je vous disais, on a l'impression que tout le monde s'en moque un petit peu. Il y a 10 jours, Madame Yellen, l'ancienne présidente de la Fed et aujourd'hui ministre du budget des USA, annonçait qu'il faudrait peut-être relever le plafond de la dette. Et voilà, bon, on va peut-être relever, il n'y a rien de plus. Mais en Europe aussi, la situation est assez alarmante. Si on prend le traité de Maastricht, pour faire partie de l'eurozone, la dette des pays qui voulaient rentrer dans l'eurozone ne pouvait pas dépasser 60% du PIB. Aujourd'hui, la plupart des pays explosent le plafond de 100% et même certains de 100%. En Belgique, à titre d'information, on a plus de 130%. Et l'Allemagne, qui est pourtant réputée comme modèle dans la zone euro, a une dette qui dépasse 85% du PIB. Et franchement, personne ne s'en préoccupe trop. Pourquoi on s'en préoccupe pas spécialement? C'est parce qu'en même temps, l'épargne des investisseurs, l'épargne des citoyens, augmente également. Donc, comme vous savez, il faut toujours avoir un équilibre entre l'épargne et les dettes. Donc ici, la dette des États augmente, mais l'épargne des citoyens augmente. Voilà, problème résolu, pas de problème. Oui, mais bon, d'un côté, la dette, elle appartient au gouvernement, et de l'autre côté, l'épargne, elle appartient aux citoyens. Donc normalement, l'intérêt de la dette devrait aller à l'épargne. Comme vous le savez, ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui parce que les gouvernements sont aidés en quelque sorte par les banques centrales qui achètent massivement des obligations et donc maintiennent les taux assez bas. Ça permet aujourd'hui à un pays comme l'Allemagne, donc je vous disais qu'il y avait une dette supérieure à 85% de son PIB, d'avoir un emprunt à 10 ans à moins 0,24%. Donc ça pénalise l'épargnant. En Belgique, c'est un peu la même situation d'ailleurs. Si sur votre livret d'épargne, vous avez 0,11%, c'est déjà pas grand-chose, mais c'est surtout aussi parce qu'on a une législation qui fait qu'on ne peut pas aller plus bas, sinon on serait très certainement en négatif. Et donc notre pouvoir d'achat diminue. Et alors quand je vous parlais de moins 0,24% ou de 0,11%, ce sont des taux nominaux. Parce qu'il y a un autre phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps, c'est l'inflation. L'inflation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient grignoter votre rendement. Donc depuis plusieurs années, en Europe, on a déjà des rendements réels qui sont négatifs. Donc le rendement réel, c'est le rendement 0,11% par exemple sur votre livret, moins l'inflation. Et donc les rendements, dernièrement, sont beaucoup plus dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans la plupart des pays européens, on a une inflation qui dépasse 3%. Aux USA, c'était même plus de 5% lors des 2 derniers mois. Alors, ces taux négatifs, ça vous fait perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Vous avez déjà tous entendu dans le passé, et même encore actuellement, que emprunter de l'argent coûtait aussi de l'argent. Mais aujourd'hui, on peut aussi dire que épargner coûte aussi de l'argent. Mais ces chiffres de l'inflation sont souvent sous-estimés. Pourquoi? L'inflation, en quelque sorte, comment elle est calculée, je schématise en vitesse. Vous allez faire vos courses, votre panier vous coûte 100 € aujourd'hui, vous retournez dans un an, le même panier vous coûte 103 €, vous avez une inflation de 3 €. Peu de choses près, c'est comme ça.
Mais il y a différentes formes d'inflation. Par exemple, je suis un grand fan de sneakers. Donc en 2014, si j'achetais une barre de sneakers pour 1 euro, au prix de 1 euro, je recevais 232 grammes pour la barre de sneakers. En 2018, je payais toujours 1 euro, seulement ma barre, elle ne faisait plus que 167 grammes. Alors, c'est positif pour ma ligne, mais si je voulais manger la même chose, je devais dépenser plus d'argent. C'est vraiment ça l'inflation, c'est dépenser plus pour avoir la même quantité. En fait, l'inflation, comme le disait l'économiste Thomas Sowell, un Américain, c'est un moyen d'imposer le peuple et c'est globalement accepté. Beaucoup plus facilement en tout cas. Aujourd'hui, si on vous dit qu'on a une inflation de 3%, vous n'allez pas être très content, mais finalement, vous n'allez pas vous rebeller. Si par contre, l'État vous dit, à partir de demain, on vous taxe votre salaire 3% en plus, là, on aura peut-être une rébellion plus facile du gouvernement. Donc l'inflation, elle est globalement acceptée, c'est un impôt. En fait, tout ceci, l'inflation en maintenant des taux bas, ça participe à une certaine répression financière. D'un côté, l'État s'endette et on fait payer la facture aux épargnants. Et ceci participe à un appauvrissement massif. En Belgique, on a plus ou moins 300 milliards d'euros sur les comptes épargne, auxquels on peut ajouter environ 100 milliards sur les comptes courants. Donc globalement, en Belgique, on a environ 400 milliards d'euros qui dorment sur des comptes. Imaginez une inflation de 2%, sur ces 400 milliards, ça fait 8 milliards. 8 milliards d'euros qui, entre guillemets, disparaissent de votre pouvoir d'achat, de notre pouvoir d'achat en Belgique, chaque année à cause de l'inflation. Et 8 milliards, ce n'est pas rien. À titre d'information, AGS, présent aujourd'hui, la capitalisation boursière est d'environ 8 milliards. Donc c'est comme si on perdait chaque année en inflation un AGS. C'est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le concept TINA, donc There is no alternative, prend de plus en plus d'ampleur. Et si dans le passé, on disait que le concept TINA était surtout pour les actions, aujourd'hui on remarque que les épargnants essayent de se diversifier dans toutes sortes d'actifs. Par exemple l'immobilier qui a bien fonctionné ces derniers temps. Par contre, il y a une classe d'actifs qu'il faut malheureusement oublier aujourd'hui, ce sont les obligations. Ça fait déjà plusieurs années que les obligations de qualité ont un rendement réel négatif. D'ailleurs, chaque semaine, dans l'investisseur, on essaye de vous trouver des obligations de qualité avec un rendement intéressant et on rame chaque semaine pour en trouver. Mais dernièrement, les obligations spéculatives ont aussi un rendement négatif. Si on regarde aux USA cette année, 85% du marché high yield, comme ça s'appelle, donc les obligations spéculatives, donc 85% de ce marché offre un rendement réel négatif. Donc vous prenez des risques élevés et pourtant vous perdez du pouvoir d'achat, ce qui fait qu'aujourd'hui que les obligations ne sont plus une option intéressante pour avoir un rendement suffisant. Alors on entend de plusieurs banques centrales que cette inflation, elle est temporaire. Même aujourd'hui, Madame Lagarde parlait et elle ne s'attend pas à trop de problèmes au niveau de l'inflation. Alors c'est vrai, les matières premières ont fortement augmenté, il y avait une grosse demande en matières premières et l'offre n'a pas pu augmenter en même temps et donc les prix des matières premières ont fortement augmenté. Et on pourrait se dire que ça devrait se stabiliser, voire même diminuer dans les prochains mois. Ça, c'est possible. Mais il y a tout plein de sortes de possibilités pour avoir une inflation. Pensez par exemple au réchauffement climatique. Les sociétés, les États vont devoir investir dans la transition énergétique. Oui, mais qui dit investissement dit coût. Et donc si les sociétés ont des coûts, elles vont devoir répercuter ces coûts dans leur prix aux consommateurs. Donc ça fait de l'inflation. Puis il y a aussi l'inflation salariale. Actuellement, on a un taux de chômage très bas et les sociétés ont particulièrement du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc elles sont obligées d'augmenter leur salaire pour être attrayantes. Même Amazon, dernièrement,
Donc Amazon, la société est quand même réputée pour avoir des salaires assez bas. Eh bien, dernièrement, ils ont dû augmenter leur salaire. Mais si vous augmentez les salaires, vous savez bien que diminuer ensuite votre salaire qu'on vient d'augmenter, c'est compliqué. Donc ces coûts que la société a en plus deviennent des coûts structurels. Et ces coûts structurels, elle va devoir les reporter sur ses prix. Et donc cette inflation n'est plus temporaire, mais devient structurelle. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il faut être critique dans ces investissements. Les marchés des actions est presque au plus haut de tous les temps, suivant les marchés. Le prix de l'immobilier, il est aussi au plus haut de tous les temps. Je ne vous parle même plus des obligations, je vous ai dit tout à l'heure que c'était hors de prix. On a un taux de chômage très faible, on a une inflation que personnellement je n'ai jamais connue et que même certaines sociétés n'ont jamais connue. Pourtant, les banques centrales sont encore hésitantes à relever leurs taux. Au mieux fin 2022, en 2023 ou en 2024, parce qu'elles veulent aider le gouvernement. Donc ça peut faire déraper la situation à un moment donné. Soyez critiques. Alors avoir un peu d'inflation, c'est quand même pas mal, hein. Donc on a souvent entendu, et c'est toujours le cas d'ailleurs, que la Banque centrale européenne a un objectif d'inflation de 2%. Et c'est vrai que c'est sain d'avoir un peu d'inflation. D'ailleurs, vous le voyez sur le graphique, la ligne grise qui représente l'inflation, au début, quand elle grimpe, eh bien, la croissance du PIB qui est représentée ici par la ligne noire grimpe également. Mais à un moment donné, si on a trop d'inflation, c'est l'effet inverse qui se produit. Pourquoi? Parce que le consommateur, il voit les prix augmenter. À un moment, il ne sait plus vraiment dépenser suffisamment que pour payer les prix qui ont augmenté. Et donc, qu'est-ce que ce consommateur fait? Il va voir sa société, on est dans un taux de chômage bas, je vous le rappelle. Il va voir sa société et il demande une augmentation de salaire. Sa société, elle n'a pas vraiment le choix. Elle n'a pas beaucoup de main-d'œuvre, elle doit augmenter son salaire. Mais elle a de nouveau des coûts. Donc ces coûts, elle les répercute sur les prix. Les prix augmentent. Et donc vous avez de nouveau de l'inflation. Et donc le consommateur, qu'est-ce qu'il fait après? Il va de nouveau demander une augmentation de salaire. Et donc là, c'est l'effet boule de neige qui s'enchaîne. Et c'est problématique pour la croissance du PIB. Tous ces coûts impactent la marge bénéficiaire des sociétés. La semaine dernière, en fin de semaine, la société américaine FedEx, qui est réputée pour engager énormément de main-d'œuvre, a annoncé que son bénéfice allait baisser à cause de cette pression salariale. Certainement que d'autres sociétés vont suivre. Je vous ai d'ailleurs parlé d'Amazon tout à l'heure. Il y en aura plein d'autres. Puis il y a d'autres coûts. Pensez à l'énergie, par exemple, qui augmente fortement. Tout ceci fait que le bénéfice des sociétés risque d'être impacté par la hausse de tous leurs coûts. Pourtant, on remarque que les analystes financiers ont été rarement aussi optimistes sur les 20 dernières années. Vous le voyez d'ailleurs quand on publie une analyse dans l'investisseur, si vous regardez le consensus, quasiment tous les analystes sont à l'achat. Il y en a peut-être quelques-uns à la conservation et à vendre, ils sont assez rares. Il y a bien quelques analystes qui commencent à se montrer un peu plus prudents, mais malgré tout, ils sont encore peu nombreux pour l'instant. C'est pourquoi à l'investisseur, on préconise un retour au basique, c'est-à-dire la value et les dividendes. Une société value, elle va avoir des actifs tangibles sur son bilan, elle va avoir peu de dettes, elle va avoir des participations, elle va avoir de l'immobilier, bref. Si on traverse une période troublée, cette société-là aura plus facile à aller au travers. Et les dividendes sont également très importants pour votre rendement. Si vous regardez sur le graphique, la ligne noire représente l'indice allemand, le DAX. Il faut savoir que le DAX est un indice qui reprend les dividendes à l'inverse du BEL 20. Donc les dividendes sont réinvestis dans les DAX. Et si vous comparez par rapport à la ligne bleue qu'on voit un peu dans le bas du graphique, ça c'est le DAX sans les dividendes.
Donc vous voyez que sur une longue période, les dividendes représentent une bonne partie de votre rendement. Donc voilà, nous pensons qu'à l'investisseur, un retour sur la value et les dividendes est très important à l'heure actuelle.